Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public que je vais ouvrir en commençant par les choses sérieuses. Les choses sérieuses sont le financement de ce podcast. Ce financement a besoin de vous. Nous sommes dans la période, nous sommes dans les 3 mois, les 2 mois et demi pendant lesquels on peut encore envoyer des contributions qui seront défiscalisées de vos déclarations de revenus de 2025. Faites-le et j'adresse plus particulièrement cet appel aux très nombreux, chaque semaine un peu plus nombreux d'entre vous qui s'abonnent au compendium. Et si vous le faites en étant déjà des contributeurs, merci. Si vous n'êtes pas encore des contributeurs, puisque vous êtes si fervent de ce compendium, merci de songer à contribuer aussi à son financement. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlanges, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et essayiste, avec Antoine Fouché, président de Quintet, société de conseil, avec Lucille Schmid, présidente de la Fabrique écologique, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment Macron a perdu la France ». Il est chapeauté ainsi « Comment en est-on arrivé là et pourquoi ?» Quelle solution depuis la dissolution de 2024, pour ne pas dire depuis la réélection d'Emmanuel Macron au printemps 2022 ? Et s'agissant du chef de l'État, doit-il, pour laisser une chance à la France, doit-il démissionner pour laisser une chance à la France de retrouver un fonctionnement démocratique normal ? Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 2 novembre. On peut déjà s'y inscrire. Mercredi, nous mettrons en ligne un nouvel épisode de notre série « Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné », au cours duquel, comme nous nous étions intéressés naguère aux influenceurs et aux influenceuses avec Sophie Cazot, ma consoeur, nous nous intéressons au réseau social LinkedIn avec Stéphane-Antoine Terren, un ancien cadre de ce réseau et qui nous en fera connaître les particularités, le mode de fonctionnement et aussi la nature de ses abonnés. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, c'est-à-dire du compendium, auquel, je l'ai dit, vous pouvez vous abonner gratuitement, mais que vous pouvez aussi soutenir par vos contributions. Dans les 2 cas, vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous au premier des 2 sujets que nous avons retenus pour cette conversation d'aujourd'hui, après le sujet de l'attente des Français à l'égard des hommes politiques. Après la nouvelle nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, les Français ne souhaitaient pas que l'une des motions de censure déposées par la France insoumise et le Rassemblement national soit votée. C'est ce que nous disait une enquête L'Opinion en direct menée par Elab pour BFM TV et publiée mercredi dernier. Les Français ont été exaucés avec le rejet des 2 motions de censure jeudi matin. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé dans sa déclaration de politique générale qu'il proposerait au Parlement la suspension de la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Selon le sondage Elab déjà cité, 67% des Français sont favorables à cette suspension, 29% s'y disent même très favorables, 38% plutôt favorables, 33% contre cette suspension, dont 13% très opposés. Toutefois, 64% des Français sont mécontents de la composition du gouvernement et 51% des personnes interrogées sont même favorables à une dissolution et à de nouvelles élections législatives. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027, Jordan Bardella et Marine Le Pen se maintiennent en tête des personnalités suscitant le plus de satisfaction s'ils remportaient l'élection, 33% dans les 2 cas, selon le baromètre politique Ipsos BVA CESI École d'ingénieurs pour la Tribune dimanche.
Pour la première fois, la 3e place du podium est occupée par une personnalité du même bord, Marion Maréchal. 24% des Français seraient satisfaits de son élection. Cette progression de Marion Maréchal dans le classement s'explique par une baisse importante des autres personnalités situées à droite et au centre. Bruno Retailleau, qui enregistre une forte baisse, moins 7 points en un mois. Au centre, on observe aussi des baisses importantes pour Édouard Philippe, moins 3 points, Gabriel Attal, moins 5 points, Gérald Darmanin, moins 5 points. Le pouvoir d'achat demeure la première préoccupation des Français, 50%, devant l'avenir du système social, cité par 44% des Français. La préoccupation pour l'avenir du système social progresse de 3 points en un mois. 88% des Français sont pessimistes sur la situation économique du pays, 67% sur leur propre situation économique. Ils ont notamment le sentiment que la situation du pouvoir d'achat va se détériorer, 78%, tout comme celle du niveau de la dette publique, 77%, ou encore du niveau de la fiscalité, 70% sur cette question. Lucile Schmid. Oui, merci Philippe. Je voulais commencer notre échange avec une très belle phrase d'Olivier Faure. « Les Français nous regardent et se demandent si le cirque va continuer ». Ça me semble très significatif de l'état d'esprit aujourd'hui des élus, des parlementaires et puis du gouvernement. Invoquer l'avis des Français, parler du peuple lorsqu'il s'agit de Marine Le Pen, évoquer les citoyens, c'est devenu une sorte de figure obligée du discours politique parce que, d'une certaine manière, on ne sait pas ce que pensent les Français. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une démocratie d'opinion et que, au fond, l'opinion des Français est une sorte de boîte noire qu'il faut interroger, sondage après étude d'opinion. Et ça, c'est un des points intéressants, vous venez de le dire. Les études se multiplient. Sait-on vraiment ce qu'est cette société française imprévisible dans une vie politique aussi de plus en plus imprévisible ? C'est un des points essentiels. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que étude après étude, sondage après sondage, la méfiance des Français à l'égard du monde politique est là, c'est un marronnier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait déjà à l'avance que les Français vont dire que les élus sont corrompus, ils vont dire que les partis politiques ne souhaitent défendre que leur intérêt et pas l'intérêt général, ils vont dire qu'ils n'aiment pas le président de la République, et les personnalités, effectivement, vous venez de le dire, auxquelles ils font confiance, sont des personnalités qui n'ont jamais exercé le pouvoir. En revanche, ce qui est très intéressant dans ces études, c'est qu'ils disent aussi régulièrement qu'ils aiment leur maire, ils disent de plus en plus qu'ils aiment les entreprises, ils disent aussi davantage qu'ils aiment les syndicats, et au fond, on a le sentiment qu'ils souhaiteraient une sorte de démocratie élargie, et que l'idée d'un homme providentiel qui pourrait diriger un pays dans une mondialisation vis-à-vis de laquelle ils sont de plus en plus vulnérables est aussi quelque chose qui les préoccupe. Et pourtant, les Français sont contradictoires, au fond, comme la classe politique. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans ces différentes enquêtes. Ce qu'ils disent, c'est à la fois qu'ils souhaitent qu'on s'occupe de leur pouvoir d'achat, de leur santé, de vulnérabilités extrêmement concrètes, et par ailleurs, ce n'est pas non plus très étonnant, ils ne croient pas un instant que les hommes et les femmes politiques puissent véritablement aller contre ces vulnérabilités et les protéger d'une mondialisation. C'est aussi pour cette raison, me semble-t-il, qu'ils souhaitent donc cette démocratie élargie dont je viens de parler. Et en ce sens, peut-être que ce que nous enseignent le mieux ces études d'opinion et ces sondages, c'est le fait que les Français souhaiteraient que la vie démocratique soit organisée différemment. Alors, ils ne sont pas... ils ne sont pas déterminés du tout sur la manière dont il faut un gouvernement qui soit un gouvernement d'engagement ou un gouvernement de coalition, parce que tout simplement, il faudrait changer la vie politique française telle qu'elle a été conçue. Mais on voit de plus en plus que ce qu'ils souhaiteraient, c'est que notre démocratie fonctionne davantage dans des relations, des interactions entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui élisent ceux qui exercent le pouvoir. Pour autant, ils n'ont rien de bien précis à dire sur ce plan. Rappelons-nous des Gilets jaunes qui avaient souhaité le référendum d'initiative citoyenne. Rappelons-nous aujourd'hui que lorsque le Parlement voudrait faire référendum, il ne le peut parce que les règles sont beaucoup trop strictes lorsqu'il s'agit de réunir 10% du corps électoral. Mais sachons aussi nous souvenir que lorsqu'on interroge les Français autour des fractures sociales, comme dans ce sondage qui est fait régulièrement par l'Institut Montaigne et la Fondation Jean Jaurès, ou lorsqu'il s'agit du baromètre politique de Sciences Po réalisé par Opinionway. Dans les deux cas, on interroge des échantillons de 3000 personnes pour un corps électoral qui en fait 48 millions. Donc par rapport à cela, on voit bien qu'effectivement, nos outils pour aujourd'hui ausculter la société française sont sans doute limités.
et que les Français ne sont jamais interrogés sur la dette, sur le budget et sur les questions économiques. Il semble que la segmentation entre ceux qui sont responsables sur l'aspect économique et ceux qui souhaitent davantage sur le plan social soit organisée par ces sondages. Moi, je trouve qu'il faudrait aujourd'hui interroger davantage les Français sur les questions qui relèvent d'une responsabilité collective, représentants et citoyens. J'avoue que la citation d'Olivier Faure m'avait échappé. Si elle ne m'avait pas échappé, je pense que j'en eus fait un commentaire du genre que si les clowns se mettent à dire qu'il faut arrêter le cirque, je ne sais plus comment cette entreprise va vivre. Antoine Fouché. Oui, merci Philippe. Moi, je voudrais prolonger ce que vient de dire Lucile, et notamment cet aspect contradictoire de nos attentes vis-à-vis du personnel politique, en partageant une conviction qui est que tout ça remonte peut-être, mais je vais aller rapidement, rassurez-vous, à la Révolution française et à l'héritage de la Révolution française. Pourquoi je dis ça ? Parce que y a une formule de Bernard Sananès qui me semble bien résumer cette contradiction et qui dit nous les Français, nous détestons les hommes politiques, mais nous en attendons tout. Et dans les sondages, on voit cette différence d'attente vis-à-vis de la politique en France par rapport à l'ensemble des pays européens. Et il me semble que c'est en lien direct avec la Révolution française qui continue à peser sur nos consciences et notre héritage historique, parce que, comme disait François Furet, quand on regarde la spécificité de la Révolution française par rapport à la Révolution néerlandaise, américaine, anglaise, c'est une absolutisation de la politique. C'est-à-dire que nous sommes les seuls en Europe à avoir fait une révolution, non pas qui laisse le ciel au ciel et la promesse du ciel au ciel, mais qui rapatrie la promesse du ciel sur la terre et qui considère, dans le prolongement de l'analyse rousseauiste de la société, que le mal n'est pas dans l'homme, mais qu'il est dans la société, et que par la politique, nous allons réussir à construire une société parfaite, une société du bonheur, dont le communisme n'a été que l'un, dans ce sens-là, toujours dans le prolongement de Furet, n'a été que l'un des prolongements de la Révolution française. Et il me semble que ça crée deux caractères français. Le premier, c'est que c'est cette attente de la politique comme la capacité à réaliser l'impossible et comme la capacité à mépriser et à passer par-dessus d'autres règles ou d'autres données comme la démographie, confère les retraites cette semaine, l'économie. Si on veut, on peut. Et le volontarisme politique, qu'on retrouve aussi bien dans la famille de droite avec le bonapartisme ou dans l'ensemble de la gauche, la politique peut tout, et c'est ça notre héritage révolutionnaire. Et il me semble que ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années, peut-être ça vient de plus de quelques décennies, mais ça s'intensifie depuis quelques années, c'est la prise de conscience que cette part de la Révolution française qui considère que la politique est un absolu et peut apporter le bonheur sur Terre, en fait, c'était une illusion. Et notre rapport aux hommes politiques, me semble-t-il, se nourrit de ça, ou traduit ce qui est en train de traduire cette prise de conscience collective nationale de cette illusion, parce que si la formule de Sananès est juste, c'est-à-dire nous les détestons, mais nous en attendons tout, on voit bien pourquoi on en attend tout, puisqu'ils peuvent, l'État, la politique, les hommes politiques, peuvent apporter le bonheur sur Terre, résoudre tous nos problèmes, indépendamment des conjonctures démographiques, économiques, etc. Mais évidemment, ils n'y arrivent pas, puisque c'est impossible, ce qui crée une première détestation, une première ressentiment, puisqu'ils nous promettent, nous attendons d'eux ce qu'ils ne peuvent pas apporter. Et on le voit aujourd'hui, notamment avec les retraites. Mais derrière, et je terminerai par là, il y a Jean-Louis a employé une formule, je crois, il y a 2 semaines, il y a 4 semaines, en disant la détestation des hommes politiques, en fait, c'est une haine de soi des Français. Et je pense que c'est profondément vrai pour 2 raisons. La première, et ça vient aussi de la Révolution française, c'est pour ça que je pense que c'est très profond, en fait. La première raison, c'est que quand vous attendez de l'État ou des autres, ou d'une classe sociale, en l'occurrence la classe politique, le bonheur sur Terre, vous ne pouvez faire que la détester, parce que ce degré de dépendance vis-à-vis des autres est insupportable. Et donc, cette infantilisation de la société, de la société civile, des individus vis-à-vis des hommes politiques, a pour contrepartie qu'on les déteste, puisqu'on en dépend trop.
Mais il y a aussi un deuxième point de la haine de soi, je pense, c'est que s'il est exact que la Révolution française, dans sa partie religieuse, c'est-à-dire dans le fait que c'est un messianisme politique qui s'est substitué au messianisme religieux, si ça est vraiment une illusion, alors nous détestons les hommes politiques de nous avoir entretenus dans cette illusion-là. Et ce que nous détestons à travers eux, c'est le fait de nous être trompés avec la Révolution française sur la croyance que la politique peut radicalement changer la vie et rapatrier le paradis sur Terre. Jean-Louis Bourlange ? Oui, d'abord quand même la citation que vient de faire de moi Antoine montre une chose, c'est que notre émission est écoutée par un certain nombre de personnes, notamment par ceux qui la font. c'est déjà quelque chose de rassurant. Alors, je trouve admirable cette fresque. Je crois d'ailleurs que moi, je suis très sensible au thème de Tocqueville, de Furet, sur l'analyse des deux siècles et quelques qui nous séparent de la Révolution française. Je crois qu'effectivement, il y a peut-être une déception religieuse. Je crois que c'est assez juste. Et j'essayais de réfléchir, parce que ce qui me gênait dans la formulation d'Antoine, c'est que c'est valable pour la durée de la guerre, si je puis dire. C'est-à-dire que ça pourrait s'appliquer à tout. Or, pourquoi est-ce que nous avons cette crise spécifique maintenant? Et je pense que, en l'écoutant, on comprenait que l'attente religieuse se combinait aujourd'hui avec la certitude qu'en politique, il n'y avait pas de terre promise. Et donc, c'est la découverte de l'absence de terre promise qui est évidemment assez déconcertante pour des gens qui ont une attente religieuse. Alors, moi, j'ai une réflexion moins globale. D'abord, ce que je constate, un constat, et je dirais, pour paraphraser un livre remarquable, c'est que la politique ne paye plus. Et certains ont écrit que le travail ne payait plus, et c'est tout à fait vrai, et notamment la politique ne paye plus parce que le travail ne paye plus. Je crois qu'à l'origine de tout, il y a le sentiment d'un décalage profond entre les attentes des gens et ce que la politique peut donner, et qu'elle avait donné. La politique a donné au cours des 70 dernières années énormément de choses en termes de progrès social, de sécurité, de liberté, de sécurité juridique, de solidarité. Enfin, tout ça était tout à fait profond. Or, tout à fait important, on s'aperçoit que sur tous ces plans, on marque le pas où on recule. Donc, il y a l'idée que le personnel politique, pour ne pas parler de classe politique, est un terme un petit peu vaseux, un petit peu abusif, le personnel politique n'est pas capable d'offrir des perspectives qui répondent à l'attente des gens. Il y a donc une sorte de crise de confiance qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse d'abord au président de la République, parce que nous sommes dans une République où le monarque est tout à fait mis en avant, mais également à la droite, à la gauche, aux partis politiques, aux parlementaires, et les seuls qui trouvent grâce, je crois que vous l'avez dit, Lucille et Pierre, et Philippe, c'est la proximité, c'est-à-dire que c'est le maire, c'est soi. C'est celui qui est près de vous. On dit il faut que ça soit participatif. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais participatif, ça veut dire que c'est moi qui décide. Je participe à la décision. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'on fait si la décision à laquelle on participe n'est pas celle qu'on veut voir prendre. La limite de cette affaire, c'est de dire la seule décision légitime, c'est celle qui recueille mon approbation. Rousseau a écrit sur l'unanimité des choses très intéressantes, et c'est l'impossibilité de faire l'unanimité qui conduit à inventer des mécanismes comme la majorité, etc., qui sont profondément frustrants. Donc, il y a tout ça. Alors, ça donne quoi ? Ça donne, effectivement, la politique ne paye pas en termes de satisfaction matérielle, puisque même si le pouvoir d'achat progresse légèrement, mais régulièrement, au cours des 20 dernières années, il n'offre plus cette perspective de libération des 30 Glorieuses, ce qu'avait décrit Ferniaud dans Pierrot et Aline, où il montrait le petit couple qui, dans les années 50, trouvait un logement, une voiture, la télévision, et changeait complètement sa vie. Ça, non, on progresse à la marge. Il y a également la fierté nationale, un sentiment profond de déclin.
et justifiée par simplement notre contribution à la richesse mondiale, à la production mondiale, par rapport à ceux des autres continents, et une confrontation avec des États, des sociétés qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous et qui nous inquiètent. Donc il y a... troisièmement, un sentiment d'impuissance, notamment ressenti par les jeunes, mais pas exclusivement par les jeunes, sur la maîtrise des enjeux climatiques, qui sont quand même des enjeux massifs et sur lesquels notre organisation, avec 193 États qui ont chacun leur rond de serviette à l'ONU et qui agissent en toute souveraineté, montre bien que ça colle pas, ça ne répond pas aux attentes. Donc on a ce sentiment. Alors ça donne quoi ? Très, très, très rapidement, ça donne d'abord des comportements qui sont soit de révolution radicale, notamment Monique Dagneau vient d'écrire un livre sur étudiant la génération des jeunes éduqués, qui ont fait des études supérieures, etc. Et on voit bien, et qui votent très souvent LFI, on voit bien qu'ils sont dans une attitude de rupture avec les partis bourgeois, parce qu'ils disent qu'il faut inventer totalement autre chose, la décroissance, etc. Puis les autres, les gens de ma génération, ou même de la génération qui suit, c'est la puissance de la nostalgie. Alors, c'est notamment le mythe du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, tout le monde l'adore, mais s'il revenait, personne ne s'en satisferait. Donc, on a cette puissance nostalgique, et puis on a des contradictions très profondes. On voit, par exemple, que les Français, sur les épisodes récents, étaient majoritairement contre la motion de censure, et sont majoritairement pour la dissolution ou l'élection présidentielle. Donc il y a à la fois un besoin de stabilité et un besoin de changement qui s'expriment simultanément. Et simplement, ils ne veulent pas de désordre et en même temps, ils veulent que ça change. Et tout ça, ça avait été quand même assez bien porté par les Gilets jaunes, qui étaient d'un mouvement purement protestataire, qui était incapable de définir son alternative. Alors Dominique Régnier disait vendredi, il était interrogé vendredi dernier, et il disait que ce qui guettait la société politique française, c'est le vide. On n'a plus de président, on n'a plus de gouvernement, puisque M. Lecornu a dit « sur le vote, je m'en remets au Parlement ». On a un Parlement totalement divisé. On est donc en face d'une tentation du vide qui correspond bien d'ailleurs à cette attente des Gilets jaunes. Et c'est effectivement tout à fait impressionnant, et tout à fait angoissant pour tout le monde, pour les hommes politiques et pour les citoyens. Lionel Zinsou. Je trouve vos présentations absolument extraordinaires, théologiques, historique, philosophique. Je suis très impressionné. Et à aucun moment, on ne met la France en perspective avec d'autres pays. C'est-à-dire, au fond, on pourrait relever que le chancelier Merz, après 160 jours de pouvoir, est déjà tombé à 29% de satisfaction, que M. Keir Starmer, après une victoire électorale impressionnante il y a 14 mois, est le Premier ministre le moins populaire de l'histoire du Royaume. On pourrait considérer que M. Trump, qui a des succès impressionnants en matière internationale, est le président qui, après 7 mois aux affaires, a le score de satisfaction à 40%, le plus bas de l'histoire des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. On pourrait considérer qu'il est singulier qu'au Japon, après des décennies de stabilité, il y a un gouvernement qui est sous la menace d'une absence de majorité pour la première fois, avec des troubles majeurs à l'intérieur du Parti conservateur, un renouvellement énigmatique. Peut-être nous allons avoir, grâce à cela, la première femme à diriger le gouvernement de l'Empire. Je veux dire, il y a quelque chose qui est quand même frappant, et nous ne parlons pas des pays jeunes en développement, c'est-à-dire avec une jeunesse qui non seulement est relativement dans le rejet de sa société politique, mais enfin qui le traduit dans les rues du Népal, de l'Indonésie, de Madagascar, du Maroc,
dans une explosion, ce qui rappelle un petit peu 1968, où il y avait eu des manifestations de la jeunesse à peu près sur tous les continents. Donc la France se regarde et se demande si son héritage révolutionnaire, sa vision théologique de la politique et sa singularité absolue, mais il n'y a pas du tout de singularité absolue. Il y a eu des chocs exceptionnels. Il y a eu une crise très récente en termes de récession qui est supérieure au choc de la crise de 1930, qui est bien au-delà de ce qui s'était passé en 2008 et 2009. Il y a eu ensuite une explosion d'inflation. Il y a eu des troubles majeurs en ce qui concernait toute la logistique mondiale et tous les marchés du travail. Il y avait, avant cela, une pandémie qui a été un choc considérable. Il est tout à fait naturel qu'il y ait un désordre dans les esprits, mais qui est absolument commun. Quant aux solutions qu'on pourrait attendre des hommes politiques, là aussi, il faut regarder. Il y a un certain nombre de pays qui ont été touchés, avant la France, par des chocs singuliers. Ils s'en sont tous remis au prix d'une cure d'austérité, de vérité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Portugal, l'Espagne, l'Italie à certains égards, la Grèce de façon indubitable, ont fait à la fois une cure d'austérité et aujourd'hui un rebond de croissance et ils sont arrivés à des grands équilibres. Pourquoi la France ne regarde-t-elle jamais juste à côté d'elle, voire dans un cercle plus large, parce que nous sommes absolument pas originaux. Absolument pas. Et par ailleurs, dernière remarque, c'est pas seulement les Français et les politiques. Il y a beaucoup d'autres forces qui pourraient faciliter le passage à un moment où on serait capable de retrouver un certain nombre d'équilibres. Bon. Et autrement que sur le pathos de la dette, qui est quand même franchement quelque chose c'est un épouvantail qui n'a pas grand sens, etc. Non, mais il y a des intellectuels en France. Il y a des think tanks en France. Il y a des organisations comme les organisations syndicales, pour ne pas citer Monsieur Laurent Berger, par exemple, et le pouvoir de vivre. Il existe des ressources qui sont très peu, vraiment très peu mobilisées, je trouve. Et même chose de la presse, par exemple, la presse de qualité. Il faut peut-être réfléchir aux moyens de la presse, parce qu'on n'a pas forcément une presse qui est capable de faire progresser quelques effets de connaissance et quelques effets de vérité. Il n'est pas vrai qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France. Ce n'est pas vrai. Il n'est jamais dit qu'il y a aujourd'hui un excès d'épargne très important et que c'est un record. Ça n'est pas dit. Il n'est pas dit que les gilets jaunes ont reçu des éléments de revenus pour les apaiser, qu'ils ont entièrement épargnés parce qu'ils n'en avaient absolument pas besoin. Ça, ce sont des choses assez factuelles. Maintenant que nous avons un prix Nobel d'économie, tout récent, avec Philippe Aghion, très modéré et très responsable, il y a quand même quelques experts, quelques savants, quelques intellectuels qui devraient aussi apporter leur contribution dans les passions françaises. Lucile Schmitt. Oui, moi, ce qui me semble, c'est que ce que nous venons de dire sur la passion des Français pour la politique, moi, je le nuancerais. C'est-à-dire que dans toutes ces études, dans toutes ces enquêtes, ce qui apparaît, c'est plutôt une passion pour la vie démocratique et un sentiment qu'au fond, les élus, les représentants politiques, hormis, comme on vient de le dire, ceux qui sont au contact, à proximité, d'une certaine manière, ne sont pas capables d'animer cette vie démocratique. Je pense qu'on est dans une société qui prend conscience, justement, du fait que, au fond, ces élus ne représentent pas l'ensemble de la vie démocratique. Et encore une fois, l'instabilité politique que nous avons vécue a permis une diversification du nombre d'acteurs sur lesquels les Français sont conscients. Moi, j'ai vu quand même des enquêtes d'opinion sur lesquelles les Français ont une très bonne opinion du Conseil constitutionnel et une très mauvaise opinion du président de la République. Je trouve
ça assez intéressant. C'est-à-dire que, imaginez, il y a encore quelques années, que les Français savaient ce qu'était le Conseil constitutionnel ou le 49.3, je trouve ça aussi un point important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ressort de ces enquêtes une image d'une société certes ambivalente, mais qui n'est pas ambivalent et contradictoire. Je crois que nous le sommes tous. Et donc moi, je n'appuierai pas sur l'idée que les Français sont contradictoires, mais plutôt sur le fait qu'ils veulent à la fois du très concret et du très symbolique. Et ça, c'est un point difficile. Par exemple, sur la question des migrants, sur la question des étrangers. Ils trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, mais en même temps, ils sont tolérants et ils veulent lutter contre la discrimination. Quand on adosse la question des migrants à la question de l'emploi, ils estiment qu'on a besoin des étrangers. Donc il y a une approche à la fois pragmatique et réaliste, et sur le symbole, une approche souvent beaucoup plus réactionnaire que sur le concret. Et donc au fond, la question pour nous, c'est, me semble-t-il, de réussir à articuler cette question du très concret, de la vie quotidienne, de montrer qu'effectivement, comme le dit Lionel, il y a de l'épargne, mais il y a aussi beaucoup de pauvres en France. Donc il y a ceux qui épargnent et il y a ceux qui n'ont pas d'épargne et qui sont pauvres et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et donc comment est-ce qu'on fait le lien entre ces différents morceaux du puzzle de cette société française ? Antoine Fouché. Oui, moi je voudrais nuancer les nuances et donc faire avancer la discussion que à la fois Lucile et Lionel ont prononcé et Jean-Louis. Oui, c'est vrai qu'il y a une crise de confiance dans le personnel politique, disons dans l'ensemble de l'Occident, voire au-delà de l'Occident. Lionel a raison et il a entièrement raison de le rappeler et de pointer du doigt. Le Japon est à l'ouest, n'oublions pas. Le sous-jacement, c'est vrai. Le sous-jacement économique de la crise mondiale qui mine de l'intérieur la confiance dans le personnel politique. Mais je crois que, à la fois quand on regarde les sondages et l'histoire, il y a quand même à l'intérieur de ce mouvement général du monde une spécificité française. Et cette spécificité française, elle est, on la voit dans ce dont on est en train de parler quand même depuis une demi-heure, qui est que vous prenez tous les sondages internationaux sur la confiance dans le personnel politique. Nous, Français, on est sur des niveaux de confiance depuis 4-5 ans qui sont 2 à 3 fois inférieurs aux autres peuples européens. Nous avons un niveau de confiance dans le personnel politique en général, c'est pas intuitif personné, dans le personnel politique qui est 2 fois inférieur à celui de l'Allemagne et 3 fois inférieur à celui des pays scandinaves. Donc c'est pas que, me semble-t-il, c'est pas que la crise économique mondiale ou la conjoncture économique mondiale qui explique cette méfiance qui n'est pas nouvelle en France, qui est plus intense en France vis-à-vis du personnel politique. Il y a autre chose aussi qui quand même singularise la France, même si vous avez raison de modérer ou de rendre moins importante cette singularité, c'est les attentes. Nous sommes le peuple du monde qui avons le plus d'attentes dans le personnel politique. Et ce qui est compatible avec ce qu'a dit Lucile, c'est-à-dire que nous sommes le peuple le plus intéressé par la politique, le plus politique, disent les historiens, et on le voit aussi dans les sondages, quelles sont les conversations des personnes dans des réunions de famille à Noël. Il n'y a qu'en France qu'on ne parle quasiment que de politique à Noël. Vous allez dans n'importe quel autre pays, on ne parle pas de politique parce qu'on considère que c'est pas important, que c'est pas ça, ou on en parle un peu évidemment selon la situation historique, internationale, etc. Mais nous sommes le peuple l'un des peuples, en tout cas, ou peut-être le peuple qui s'intéresse le plus, qui attend le plus, et c'est pour ça, me semble-t-il, qu'on est aussi l'un des plus déçus. Et juste un mot sur le pouvoir d'achat, parce que là, quand même, Lionel est venu me titiller un tout petit peu. Il est vrai que le pouvoir d'achat ne baisse pas, personne ne dit le contraire. Ceci étant... Si, beaucoup de gens disent exactement le contraire. Oui, mais beaucoup de syndicats disent le contraire. Oui, mais... Alors... Je vais le dire autrement. J'invite tous ceux qui veulent se renseigner là-dessus, non pas à lire ou pas seulement à lire le livre, mais à regarder les séries longues de l'INSEE qui sont en ligne. Vous allez sur un moteur de recherche, vous mettez pouvoir d'achat, série longue, vous tombez sur un tableur Excel qui montre comment ça évolue depuis 1949. Et il y a 3 époques. Les 30 glorieuses, en 15 ans, on double son niveau de vie en travaillant. Les 30 années suivantes, en une vie de travail, on double son niveau de vie. Et depuis 15 ans, il y a une spécificité qui est que ça n'augmente quasiment plus et que donc c'est pas populiste, excessif, démagogique de dire que pour la première fois depuis 1945, les gens qui travaillent n'améliorent plus leur niveau de vie en travaillant. Mais ça recule pas. Et ça recule pas. Donc c'est là où il peut y avoir un malentendu selon le verre à moitié vide, à moitié plein. Le verre à moitié vide, on dit écoutez, ça n'augmente plus. Le verre à moitié plein, on dit ça baisse pas. Mais c'est compatible avec ce que vous dites, Lionel, sur le taux d'épargne. Pour une raison simple, c'est que c'est pas les gens qui travaillent qui épargnent. Ça, c'est pas vrai.
Ça, c'est les gens les plus âgés qui épargnent, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent plus. Et donc, on peut avoir les deux phénomènes que vous décrivez, c'est-à-dire le travail ne paye plus au sens, ne permet plus d'augmenter son niveau de vie matériel, et le taux d'épargne en France augmente pour deux raisons. La première, c'est que les plus de 65 ans épargnent à 25% ce qu'ils reçoivent, et la valeur du patrimoine immobilier a doublé, non pas en volume, mais en valeur, depuis 20 ans. Qui fait que l'épargne française, le patrimoine français n'ont jamais été aussi importants depuis 20 ans, mais c'est totalement compatible, encore une fois, avec le fait que les gens qui travaillent, pour la première fois depuis 1945, sont une génération qui n'améliore plus son niveau de vie en travaillant. Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais répondre assez particulièrement à Lionel. D'abord, il y a un point sur lequel je ne le contesterai pas. Il nous a gratifié je dirais pas d'un numéro, ce serait péjoratif, mais d'un morceau de bravoure optimiste qui ne nous a pas surpris. Car chacun de ceux qui participent à cette émission savent que que Lionel et moi, nous sommes atteints de pathologies opposées. La pathologie de Lionel, c'est l'optimisme, et la mienne, c'est le pessimisme. Donc, je prends ça pour une manifestation très sympathique de pathologie. La mienne, à la différence de la sienne, est beaucoup moins gratifiante. Deuxièmement, je ne crois pas que, parce que nous nous serions concentrés sur la France, nous ayons forcément ignoré la dimension internationale de l'ensemble. C'est pas parce qu'on étudie la maladie sur un rat qu'on ne considère pas que d'autres rats et d'autres espèces animales peuvent être touchés par cette même maladie. Le sujet d'étude aujourd'hui, c'était la France, et effectivement, on a défini la France, mais je crois qu'on est tous ici entièrement d'accord pour dire que ça se passe, il y a des choses très importantes et comparables, sinon identiques, pas identiques, mais comparables, qui se passent dans tous les pays occidentaux, y compris le Japon, donc, comme je disais tout à l'heure, dont chacun sait qu'il est à l'ouest de l'Europe et pas à l'est. Bon, et la troisième chose, c'est quand même, Antoine a raison de dire qu'il y a une singularité française. D'ailleurs, il y a une singularité française qui est une singularité de l'investissement sur l'État, du rôle essentiel de l'État dans la formation de la nation, du rôle essentiel de l'État dans la fabrique de l'égalité, la séparation constatée par Tocqueville entre la liberté et l'égalité. Tocqueville dit les Américains, ils ont une chance, c'est qu'ils ont construit leur État. Ils ont construit un État égalitaire et libéral en même temps. Nous, on a construit l'État plus ou moins égalitaire, la machine étatique sous l'Ancien Régime, et ensuite on court après la liberté. Donc il y a une singularité française. Regardez mai 68. Mai 68, c'est certainement international, mais ce qui s'est passé en Allemagne ou aux États-Unis n'a pas du tout pris les formes de cette tentation profonde de régicide qui a frappé la France à l'époque, qui a été surmontée habilement notamment par le jeu de Georges Pompidou, et qui frappe aujourd'hui la France à travers la personne d'Emmanuel Macron, dont je continue à penser que quels que soient ses manquements, ses défauts, ses erreurs d'analyse et cette faute majeure qui est la dissolution, il ne mérite pas cet excès de voir sur lui concentrer toute l'indignité dont on l'accable aujourd'hui. Les Français ont des boucs émissaires, et ces boucs émissaires, ce sont des gens qui ne leur ressemblent pas. Le président, il est à part, il est au-dessus d'eux, donc on ne l'aime pas. Les riches, comme M. Arnault ou d'autres, sont au-dessus d'eux, ils sont riches, donc on ne les aime pas. Ça, c'est pour la gauche. Les immigrés, ils viennent de loin, ils sont différents, ils ne sont pas habillés comme les autres, donc on ne les aime pas. Donc il y a une espèce d'hétérophobie fondamentale dans la société française actuelle. Bon, mais seulement, ça ne fait pas une politique. Ça exprime simplement une angoisse. Voilà, moi, je crois que c'est ça le problème. Alors, je voudrais dire ça, ce qui m'intéresse dans l'entreprise engagée avec cette espèce d'humilité tonique par le Premier ministre actuel, par Sébastien Lecornu, c'est qu'il crée une situation de renversement de la charge de la preuve qui est intéressante. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce qu'on faisait de bien ou de mal venait de Macron. Et comme Macron était détesté, tout était mal. Là, ce qu'a dit le fond, indépendamment de les retraites, de tout ça, le fond institutionnel de la démarche de Sébastien Lecornu a été de dire le gouvernement propose, donc il assume son devoir de cohérence, nous débattons,
et vous votez. Et sous-entendu, vous êtes vous les parlementaires, on va voir ce que vous savez faire. Et ce qu'il n'a pas dit, et qui est très important, c'est qu'il garde non pas le 49.3, donc ça, il laisse le Parlement avancer, mais évidemment, il garde le droit de dissolution pour le président de la République. Donc si ça dérape complètement, il y a cette volonté de dire les choses. Mais ça a un avantage énorme, cette discussion, c'est que ça permet enfin de sortir des mythes. C'est-à-dire que, par exemple, sur les retraites, on va enfin aborder très clairement les enjeux, alors qu'on était prisonnier pour, contre, et c'était devenu totalement passionnel. Donc peut-être est-ce un chemin pour retrouver une certaine rationalité du débat public. Lucile Schmitt. Il faut le dire vite quand même. J'allais le dire. Lucile Schmitt. Oui, moi, je continue à avoir ce débat, en fait, avec Jean-Louis sur la question de la responsabilité croisée entre les représentants les élus et les Français. Et je continue à penser qu'aujourd'hui, la société française est sans doute plus intéressante que ses élus. Mais ce que j'observe dans les différentes études que nous avions à étudier, justement, pour ce débat, c'est qu'en tout cas, il y a quelque chose autour de l'Union européenne, moi, qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Union européenne est à la fois perçue comme impuissante et comme, au fond, source de tracas pour les Français. Ça ressort de toutes les études. Et peut-être que la détestation d'Emmanuel Macron vient d'ailleurs en partie de cet engagement pro-européen qu'il a toujours mis en bannière, et je trouve qu'il a tout à fait raison. Et puis, la deuxième chose qui me semble aussi préoccupante, c'est justement la question de la relation, comme disait Lionel, à l'extérieur. C'est-à-dire, est-ce qu'on vise une société autarcique ? Est-ce qu'on imagine que la France, qui par ailleurs est perçue comme en déclin, peut se protéger du monde ? Non, les Français ne le pensent pas. Mais du coup, ils attendent que sur cette question de leur vulnérabilité, il y ait des réponses. Et à mon avis, c'est la principale question qu'ils adressent à leurs élus. Et puis, je voudrais répondre à la question de manière un peu provocatrice. Est-ce que les Français, qu'est-ce qu'ils attendent de leurs hommes politiques ? Est-ce qu'ils attendent qu'ils soient le Rassemblement national ? Puisque dans toutes ces enquêtes, il me semble assez essentiel, ça a été dit d'ailleurs, ça a été rappelé par Philippe, que les principales personnalités qui sont aujourd'hui... Alors, les baromètres évoluent mois après mois, mais en fait, c'est quand même des personnalités d'extrême droite, parce qu'il y a notamment une porosité de l'électorat de droite par rapport à l'extrême droite, et qu'aujourd'hui, c'est un électorat qui se divise entre le fait d'aller plutôt vers les macronistes et d'aller vers l'extrême droite. Donc, d'une certaine manière, les Républicains, c'est terminé pour eux. Il va falloir qu'ils choisissent quel électorat ils veulent favoriser. Et Éric Ciotti avait eu cette intuition il y a un peu plus d'1 an. Donc ça, c'est un point. C'est le Rassemblement national. Est-ce qu'ils attendent le programme du Rassemblement national ? D'une certaine manière, c'est pas le cas quand on regarde dans les détails. Mais en tout cas, sur le plan politique, aujourd'hui, en termes de représentation, il y a quelque chose qui doit nous interroger. Le Rassemblement national qui ferait 36% s'il y avait des élections législatives au premier tour, alors que la gauche réunie ferait 24%. Et s'il n'y avait pas LFI, elle ferait 19%. Ça, c'est une chose aussi qui est importante et sur laquelle nous devons nous interroger. Pourquoi les partis politiques qui ne sont pas le Rassemblement national n'ont-ils pas de projet qui soit identifiable par les Français et auquel ils puissent adhérer ? Lionel Zinsou. Mais là encore, Lucile, c'est un phénomène britannique avec M. Farage. C'était avant nous, c'était une évolution vers l'extrême droite. Essayer ce qui n'a jamais été essayé dans les 40 dernières années. C'était donc le cas de l'Italie. C'est le cas de peuples calmes comme les Pays-Bas. Ça a été des coalitions autour d'une union des droites dans plusieurs pays scandinaves. Enfin, là encore, si vous voulez, il n'y a pas de singularité française. C'est ça qui était... Alors, c'est rassurant de se dire que nous sommes extrêmement intéressants. Mais c'est extraordinairement post-crise. Et c'est pour ça que la comparaison avec les années 30 est intéressante quand même. Post-crise, on a effectivement cette tentation des populismes qu'on ne connaissait pas. Cela dit, on connaît aussi la fin de l'histoire. Hein. On sait aussi ce qui va se passer pour les régimes extrémistes qui ne vont pas se normaliser à la Mélanie. On sait à peu près vers quel danger on va. Maintenant, est-ce que c'est suffisamment enseigné aux jeunes gens ? Je ne sais pas. Et puis, il y a un élément de confort dans le défoulement et dans ce côté je déteste tout le monde. C'est que
en réalité, on est extrêmement protégé. On ne ressent probablement pas le besoin qu'on a ressenti en 1958-59 de faire de profondes réformes économiques et de remettre la machine qui était vraiment enrayée à la fin de la 4e République dans une direction qui a permis les 30 glorieuses, qui a permis de continuer. Bon, on ne ressent pas le besoin en 1983 de changer complètement de cap parce qu'on perd tous les indicateurs d'équilibre. Bon, pourquoi ? Parce que l'euro fait qu'on n'est pas sanctionné tous les 3 mois par une dévaluation du franc français, parce qu'on a une protection sociale incroyablement en progrès par rapport à ces années-là, et donc on peut tout à fait être irresponsable, aveugle aux contraintes s'agissant de l'équilibre du budget. By the way, sur les budgets, là je reviens des États-Unis. Vous êtes conscient que depuis 2 mois, il n'y a pas de budget aux États-Unis, mais quand il n'y a pas de budget aux États-Unis, les fonctionnaires fédéraux rentrent chez eux et ne sont pas payés. Et pour le 2e mois, dans quelques jours, ils sont pour le 2e mois sans rémunération. Ce qui prouve qu'il y a une singularité française, cher ami. Oui, qui est que quand on n'a pas de budget, en France, on en a un quand même, tandis que dans les pays qui ont exactement les mêmes données, et une impasse de finances publiques, on n'est pas protégé par un système. Nous allons avoir un budget, quel qu'il soit, par ordonnance, de n'importe façon, par 12e, nous aurons un budget. Les États-Unis, c'est sidérant. Personne ne le dit, mais vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues à Washington et à New York ? Oui, parce que tous les fonctionnaires fédéraux sont chez eux, non rémunérés. Et pendant ce temps-là, on en a quand même, ce mois-ci, licencié 10 000. Mais la France se permet un défoulement, une détestation de tous, avec des protections formidables. Rien de ce qui arriverait dans d'autres pays, en fait, n'est ressenti. Même pas dans le passé, encore une fois. En 83, c'est après plusieurs dévaluations du franc. Personne ne dit que il y a 20 ans, il y a 30 ans, on aurait, n'étant pas protégé par l'euro, on aurait été dans une situation catastrophique. Sur la dette française, elle n'a jamais été historiquement moins chère et il n'y a pas le début d'un doute sur le fait que le monde entier est prêt à prêter à la France devant ses besoins d'endettement. Mais nous sommes protégés de tous les côtés, et ça permet de dire à peu près n'importe quoi sur « je déteste les partis de gouvernement, j'exècre M. Mélenchon, je n'aime pas ». Et toutes les contradictions que Lucile aussi souligne. Fait que c'est une pensée libre de défoulement post-crise dans un pays totalement protégé. Antoine Fouché ? Oui, 2 choses. La singularité et la protection. La singularité, on vient de vivre quand même la semaine écoulée, selon la formule consacrée du Nouvel Esprit Public. La semaine écoulée montre quand même, me semble-t-il, exactement le contraire de ce que vient de dire Lionel. C'est-à-dire que nous avons une singularité sur un point fondamental du contrat social dans l'ensemble des démocraties ou du monde, ce qui est notre âge de départ à la retraite. Nous sommes exactement à contre-courant de l'ensemble du reste du monde et notamment des pays européens. Pendant que le Danemark est en train de discuter d'une élévation de l'âge à la retraite à 70 ans, pendant que l'Allemagne, mardi, a déposé un rapport sur le bureau du Bundestag pour poser l'âge légal de la retraite en 2040 à 73 ans. Nous, Français, qui sommes plus jeunes que les Allemands, plus jeunes que les Danois, nous sommes en train de discuter, de reporter ou de revenir à un âge, ou de rester à un âge de 63 ans, 62 ans. Et ça, me semble-t-il, je pense pas comment on peut dire que ce n'est pas une singularité française de façon absolument factuelle. Après, comment on discute, comment l'interpréter ? Moi, l'interprétation que je donne, c'est à nouveau que nous croyons en la toute-puissance de la politique,
Et donc, nous, Français, nous croyons que même si nous vieillissons, même si le ratio entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités s'est dégradé comme partout ailleurs, même si nous avons doublé les cotisations retraite depuis 40 ans, même si les entreprises en France ont déjà les taux de prélèvement parmi les plus élevés d'Europe, on va quand même, parce qu'on le veut, parce que c'est la politique et parce qu'il ne faut pas se faire avoir par le système économique, nous allons quand même pouvoir continuer à travailler 3 à 4 ans, bientôt 5 ans de moins que les autres pays européens. Et ça, c'est quand même une singularité qui est une illusion. Et si on va chercher la racine de l'illusion, à mon avis, c'est la toute croyance dans la politique qui vient de la Révolution française. Et un mot sur la protection, parce que quand on écoute Lionel, je trouve qu'il y a quelque chose d'à la fois rassurant et régénérant, et en même temps d'un peu angoissant, parce qu'on a le sentiment quand même d'une forme de dénégation. C'est-à-dire que oui, nous sommes protégés, et comment on ne pourrait ne pas l'être avec 33% de dépenses sociales dans le PIB ? Comment ne pas l'être ? Sauf que cette protection individuelle, à l'échelle individuelle, quand on perd un emploi, quand on part à la retraite, quand on tombe malade, la manière dont nous l'organisons et le prix que nous payons en sous-investissant dans l'éducation, dans la formation, dans la défense, dans l'industrie, dans la transition énergétique, fait que collectivement, oui, nous sommes en déclin, là aussi dans les statistiques internationales, nous sommes le 26e PIB par habitant aujourd'hui, nous étions le 5e PIB par habitant à la fin il y a 50 ans. Donc, objectivement, nous sommes en déclin. Et la formule qui, depuis une vingtaine d'années, caractérisait les Français, qu'avait donné Jean Viard, et qui me semblait absolument juste, qui était « bonheur privé, malheur public », est en train de s'effondrer, me semble-t-il, parce que le malheur public est tel, le sentiment de déclin, du fait que l'école ne fonctionne plus, que les enfants vont vivre moins bien que les parents, que nous ne sommes pas capables de nous défendre tout seuls si les États-Unis nous lâchent, que nous sommes submergés par l'industrie chinoise qui est plus compétitive, moins chère, plus technologique, que nous sommes totalement dépendants des États-Unis en matière numérique. Il y a de quoi ne pas se sentir protégé par rapport à ce qui vient dans le monde, même si on a des bonnes pensions de retraite. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, et je voudrais l'ouvrir en recommandant, paru aux éditions Philippe Ray, le livre de Pierre Boncenne, intitulé Colombienne au pluriel. Pierre Boncenne a été l'ami et le correspondant de Simon Lès, l'ami et le biographe de Jean-François Revel, et l'ami et le bras droit de Bernard Pivot pour Apostrophe et pour le magazine Lire que dirigeait également Bernard Pivot. Personne ne sera étonné donc que son livre constitue une savoureuse promenade littéraire parmi les écrivains d'Amérique latine. Il en parle d'une manière qui donne envie de se replonger immédiatement dans ceux de ces auteurs que l'on a déjà eu le bonheur de lire et de découvrir de toute urgence ceux à côté desquels on a eu le malheur de passer. À cette promenade littéraire s'ajoute une promenade dans une famille franco-colombienne, vivant à Paris dans un attachement tantôt pittoresque et tantôt émouvant, tantôt même poignant, pour ses racines et pour une fratrie où coexistent le souvenir d'un ancien président de la République, de divers ambassadeurs, érudits et tous francophiles, et du prêtre, apôtre de la théologie de la libération, Camilo Torres, oncle de l'auteur, mort dans la guérilla, et dont l'auteur brosse un portrait affectueux et impressionnant. Et puis enfin, et c'est pas le moindre plaisir de cette lecture, c'est une déambulation vengeresse au milieu des clichés qui ont fleuri de tout temps au sujet de l'Amérique latine, qu'il s'agisse de son histoire, de sa géographie, de ses personnages historiques ou de ses régimes politiques. Et c'est avec une implacable tranquillité et une imparable connaissance des faits, des dits et des écrits de tous les idiots utiles qui ont gobé et propagé âneries, billevesées, insanités et plastronades, que Pierre Boncenne les renvoie à leur ridicule comme à leur malfaisance. Lucille Schmitt. Oui, et moi je voulais effectivement, après qu'on ait tellement discuté de politique, revenir au langage littéraire et au bien qu'il nous fait, en recommandant le dernier roman de Valentine Gobi qui est paru là, cette rentrée littéraire, qui s'appelle Le Palmier. Ça se passe dans le sud de la France. On sait que la romancière est originaire de Grasse ou d'un village à côté. Et en fait, il y a une forte dimension autobiographique. Ça raconte en fait la mort d'un palmier et comment la mort de ce palmier au milieu d'un jardin luxuriant
témoigne des interrogations qui sont les nôtres aujourd'hui sur cette nature à la fois nourricière, esthétique et menaçante, parce que la mort de ce palmier, au fond, renvoie à ses propres angoisses, à ses propres interrogations. Et cette petite fille, le livre est vraiment écrit à hauteur de petite fille, si je puis dire. Au milieu de ce jardin, il y a une culture botanique absolument incroyable dans ce bouquin, va mener une sorte d'enquête sur elle-même et sur sa famille. Je ne vous dévoile pas ce qui se passera, mais ce qui est vraiment, comment dirais-je, très, très émouvant, c'est qu'on voit bien comment le paysage du jardin renvoie au paysage intérieur et comment, d'une certaine manière, toutes ces fleurs, ces arbres qui meurent ou qui, au contraire, revivent. La petite fille s'appelle Vive, comme nous dit-on dans la chanson de Guy Béard. Vive, au fond, revit parce qu'elle mène cette enquête au milieu de la nature et comment ce paysage intime va coïncider avec le paysage d'ailleurs. C'est une autre manière de voir le sud de la France qu'à travers les yeux du Rassemblement national. Lionel Zinsou. Au nord de la France, moi je recommanderais un jardin également, d'aller au musée Albert Kahn, au jardin Albert Kahn de Boulogne-Billancourt. C'est un très très beau jardin d'automne et c'est un musée. Et dans ce musée, il y a une exposition qui s'appelle, ça ne va pas vous surprendre que je vous le recommande, Bénin aller et retour, sur le Dahomey des années 30. En fait, surtout, une exposition avec beaucoup de photos, avec des films, d'une expédition en réalité anthropologique, ethnologique, exceptionnelle de 1930, c'est-à-dire au moment de l'explosion, en réalité, de la discipline de l'anthropologie. C'est contemporain aussi de la mission de Dakar à Djibouti, du travail de Michel Léris sur l'Afrique fantôme. Donc c'est un moment passionnant d'un point de vue intellectuel. Et ce sont des missionnaires avec des caméramens, des photographes et autres, qui restituent il y a vraiment des milliers d'éléments d'archives et de toute nature sur, au fond, l'anthropologie de cette Afrique de l'Ouest des années 30. C'est absolument passionnant et il y a un regard des artistes d'aujourd'hui sur cette période. Comment les photographes d'aujourd'hui, les peintres d'aujourd'hui, les plasticiens africains d'aujourd'hui regardent le regard qui était sur leur société, la société de leurs grands-parents d'une certaine manière. C'est absolument passionnant pour le jardin et pour l'exposition. Antoine Fouché. Oui, au risque de subir à nouveau les foudres de Lionel sur une passion trop française et une focalisation trop sur une passion française, comme on a cette semaine assisté au début de mise en œuvre du plan Trump pour Gaza, moi je recommanderais la lecture pour se rappeler les tendances de fond de l'impact du conflit au Proche-Orient sur la France. D'un article que j'avais trouvé à l'époque lumineux et qui est toujours lumineux du regretté Pierre Nora dans la regrettée revue Le Débat et qui s'appelle Mémoire et identité juive dans la France contemporaine. L'article date de 2004, mais comme Nora part quasiment du Moyen-Âge, il montre les tendances de fond d'intrication entre identité juive et identité française. Et je pense que c'est pas excessif de dire qu'avec 20 ans d'avance, en regardant loin derrière, il a vu loin devant et il décrit ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la relation de la France à ses concitoyens juifs. Et juste pour donner envie de le lire en une minute, il commence en montrant que les grands moments de l'histoire de France depuis la Révolution française sont aussi des grands moments de l'identité juive ou de l'histoire juive. La Révolution française, évidemment, pour la France, et la première émancipation moderne du peuple juif dans une des nations européennes. L'affaire Dreyfus, qui est un moment de fondation de la République, et en même temps un moment fondateur, à partir duquel Herzl dit si même en France, les Juifs ne sont pas en sécurité, faisons Israël. Contrairement au père de Lévinas, qui en Lituanie dira qu'est-ce que c'est que ce pays qui est capable de risquer une guerre civile pour défendre l'innocence d'un juif, il faut que nous allions vivre dans ce pays-là. Cette patrie sera la nôtre. Et évidemment, 1940, qui est une blessure qui saigne encore dans la conscience française, et évidemment dans la conscience juive. Et on termine la lecture de cet article-là
en pensant à De Gaulle, où on peut paraphraser avec la remontée de l'antisémitisme aujourd'hui en France, en paraphrasant une phrase de De Gaulle qui consisterait à dire « Il y a un lien, peut-être pas pluriséculaire, mais il y a un lien 2 fois séculaire entre la grandeur de la France et la sécurité de ses concitoyens juifs. » Jean-Louis Bourlanges. Oui, 2 petites remarques d'abord. Séculaire, je rappelle que c'est un distributif. Ça se dit qu'il se compte en siècles, ça ne veut pas dire qu'il dure un siècle. Cette faute du général de Gaulle dans son discours de Quimper, il y a les fautes du général de Gaulle qui avaient été notamment répertoriées par Jean-François Revel, et celle-là est assez constante. Bon, deuxièmement, je dois dire que Philippe me pose un problème parce que j'ai hésité ce matin entre 2 brèves. Celle que je vais vous donner et celle de Pierre Boursen. Alors, je crois qu'il faut quand même nuancer sur les stéréotypes sur l'Amérique latine. Il y en a quand même d'assez récréatifs. Je pense aux Mexicains dans la vie parisienne et au général, je ne sais plus de quel pays d'ailleurs, dans Le Fil à la patte, qui sont évidemment, ce sont des personnages caricaturaux et qui n'ont pas vocation à représenter la réalité des Brésilien, sociétés. C'est un amiral. Alors, je voulais recommander, puisque nous approchons des fêtes, un beau livre, mais c'est la démonstration, ce livre, qu'on peut être un beau livre et être un livre intelligent. C'est le livre de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, qui a fait notamment une admirable histoire de Notre-Dame, sur les musiciens et le pouvoir en France. Alors là, on retrouve la singularité signalée par Antoine tout à l'heure sur le rôle de l'État dans la fabrication des biens culturels. Elle analyse ça de façon extrêmement précise et minutieuse, mais elle montre, et c'est très intéressant, les formes différentes de patronat. Alors c'est le mécénat depuis Lully jusqu'à Boulez, mais elle étudie l'ensemble des choses, mais elle montre que ça, un lien entre le mécénat public et les régimes autoritaires, alors que les régimes parlementaires laissent la maîtrise de l'aide à des académies, à des salons, etc. Ce sont les régimes autoritaires qui aident le plus, et ils se partagent en réalité entre 2 vocations, une vocation à l'élitisme, qui est symbolisé par Pierre Boulez, et le fait qu'il a bénéficié du concours de 4 présidents successifs qui lui ont constamment donné les moyens d'agir, et une vocation sociale, qui est plutôt la tradition d'ailleurs de Blum, de Malraux également, de Jacques Lang, et qui triomphe actuellement, et qui se traduit par une sorte de déphasage et de marginalisation de la musique contemporaine. Je trouve que les liens entre les formes de mécénat et de patronage et le contenu même de l'objet musical, c'est un des aspects les plus passionnants de cet excellent livre. Nous préparons d'ailleurs une série d'entretiens dans nos badas avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent. On l'avait fait à propos de Notre-Dame, on le fera à propos de ce livre. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée. Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium. Nicolas Tourneau, qui veille au site. Olivier Magloire, qui répond aux questions qui touchent à nos plateformes de financement. L'arrière-boutique où cette conversation a été enregistrée. Nouvelles Écoutes, qui est notre producteur, et je vous donne rendez-vous mercredi pour la poursuite de ma conversation avec Stéphane-Antoine Terrenne sur le réseau social LinkedIn, et dimanche prochain pour notre conversation autour de l'actualité. Merci beaucoup.